Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans. Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'interviewer Corinne Goldberger, journaliste retraitée, créatrice du podcast Argent, parlons cash les filles, qui est un podcast très intéressant d'éducation financière pour les femmes en couple, notamment dans différents cas de figure de la vie. Donc, j'ai rencontré à la fois une héroïne ordinaire qui m'a parlé de son parcours de vie et m'a partagé un peu de sa sagesse, et à la fois une journaliste, créatrice d'un podcast très intéressant, qui peut vraiment donner des pistes sur la façon de gérer son argent, qu'on soit marié, pacsé, en union libre, etc. Rencontre avec Corinne Goldberger. Corinne, quel âge avez-vous? J'ai 66 ans. Et quel est votre parcours professionnel, personnel? Est-ce que vous pouvez me donner quelques étapes clés de votre vie? Alors, j'ai fait les études de droit. Après mes études de droit, j'ai passé le concours du CFJ, le Centre de formation des journalistes. C'est une école parisienne de journalisme réputée, enfin qui était très réputée à l'école. J'en suis sortie en 2002 et ensuite, j'ai fait la majeure partie de ma carrière dans la presse féminine où, j'étais en charge de problèmes et de faits de société, tout ce qui touche, au travail des femmes, à l'égalité femmes-hommes, les droits des femmes, tout ce qui touche à la société, côté femmes. Alors j'ai fait un petit peu de tout d'ailleurs, j'ai fait, de la presse quotidienne, du magazine, et puis, très vite, j'ai eu envie de travailler dans la presse féminine. Alors pourquoi la presse féminine? Est-ce que j'ai aimé travailler dans la presse féminine? Oui, parce que, la presse féminine, quand vous êtes dans un magazine, vous travaillez dans un magazine féminin, c'est tout l'univers des femmes, qui est concentré là, sur lequel vous travaillez, vous et vos collègues. C'est la santé des femmes, les droits des femmes, les combats de femmes. Enfin, dans mon dernier journal, où je suis restée plus de 20 ans, les combats de femmes étaient, Mhm. une préoccupation centrale. Les violences contre les femmes, le travail des femmes, la beauté, la mode, les papiers de société, l'intimité, le couple, la famille. Donc c'est tout votre univers, tout l'univers est là finalement. Mhm. Et donc ça m'a passionnée. J'ai trouvé ça beaucoup plus, comment dirais-je, enrichissant que si j'avais été, par exemple, dans un magazine de société où on ne fait que de la société et de la politique, par exemple. D'accord. Et est-ce que vous avez vu peut-être aussi des choses, enfin, les mentalités évoluer, enfin, est-ce que vous avez vu aussi, je veux dire, les changements de la société à travers le prisme des journaux auxquels vous avez participé? Oui, bien sûr, par exemple, quand j'étais plus jeune, le grand combat, ça a été, de faire reconnaître le viol, comme un crime. Quand j'étais étudiante, l'IVG, c'était passé grâce à mes aînés, grâce à nos grandes sœurs et grâce à elles. Et dans les combats d'aujourd'hui, qui me paraissent très, très importants, il y a eu le mouvement, MeToo, avec la libération de la parole des femmes. Mhm. Et pour moi, quelque chose de formidable que les femmes acceptent de dire ouvertement: «Oui, j'ai été violée, moi aussi j'ai été violée», heu Mhm. et que, les autres femmes répondent: «On te croit, on vous croit». Et C'est vrai. ça, c'est pour moi, c'est un combat central, avec aussi la reconnaissance de l'inceste qui, touche énormément de petites filles, Mhm. de garçons Ouais. aussi, mais beaucoup de Mhm. de 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 petites filles. Oui, puis les combats sont toujours à mener, quoi, en fait, hein, Voilà, c'est vrai. il y a toujours des combats à mener. Alors on y Mhm. reviendra peut-être, mais un des grands changements aussi, et pas dans le bon sens, je trouve, c'est que, ce Mhm. qui partait d'une belle idée, finalement, la reconnaissance de diverses, oppressions que peuvent subir les femmes.
se soit transformé en mouvement quasi sectaire, c'est les excès Mm. du wokisme dans le féminisme. Et oui, Et c'est vrai. Mm, on en voit tous les jours les conséquences. Moi, je suis une féministe universaliste, c'est-à-dire que mm, ce qui mm, m'intéresse, c'est les droits des femmes et l'égalité femmes-hommes, quelles que soient les femmes, où qu'elles se trouvent. Quand je vois des féministes, mm, par exemple, qui ferment les yeux sur la lutte héroïque des Iraniennes euh, pour ne pas se couper, des femmes musulmanes, mais en fait islamistes. C'est ça le souci. Ou quand je vois ce qui se passe en ce moment, où on a vu des grandes organisations féministes ne pas avoir un mot pour les viols de masse qu'ont subis les mm, mm. Israéliennes, Ouais, ouais, les bras vous en tombent. Les bras vous en c'est tombent. clair. Est-ce que vous pouvez me donner quelques étapes clés de votre vie? Oui. Les grandes étapes clés de ma vie, après mon diplôme de journaliste, l'autre grande étape, ça a été effectivement, oui, d'avoir des enfants. J'ai deux enfants qui sont adultes aujourd'hui, une fille et un garçon. Et Mhm, d'ailleurs, une autre grande étape, ça a été de devenir grand-mère. Ça aussi, pour une femme, c'est une grande étape à vivre, à mm, traverser. Autre grande étape, j'ai perdu mon mari relativement jeune, puisque j'avais 45 ans, et mes enfants avaient 14, ma fille avait 14 ans et mon fils avait 9 ans. Et donc, il a mm, fallu que mm, je les élève toute seule. Et comme j'étais journaliste, j'ai vécu aussi les choses en tant que veuve et journaliste. J'ai mm, écrit un livre à destination des veuves et des veufs. Enfin, il y a plus de veuves que de veufs. Un livre de ouais. témoignages, un Mm, livre sociologique sur le veuvage précoce, parce que moi-même, je cherchais un livre pour m'aider, pour m'apporter des réponses, et j'en trouvais pas. Donc, je me suis dit, ce livre, c'est moi qui vais le faire. mm, Et j'avais ce besoin d'écrire ce livre parce que je me rendais compte que seuls d'autres veuves pouvaient comprendre une veuve. J'en pouvais plus d'entendre, mm, par exemple, je te comprends, je suis divorcée. Non, non, c'est pas du tout pareil le veuvage et le divorce parce que personne n'a décidé de se séparer, hein, c'est la mort qui vous sépare. Personne n'a dit je te quitte. Euh, c'est pas du tout non plus comme être mère monoparentale parce que là, il n'y a pas un homme qui vous a laissé tomber, qui est mm, parti à la naissance de l'enfant. Il y a un papa qui a vécu, qui a désiré ses mm, enfants, qui les a aimés, qui a eu le temps de leur donner de l'amour, de l'attention, de transmettre des choses. Donc, c'est pas la mm. même chose. Donc, j'ai créé un livre sur le veuvage précoce. Et j'ai créé aussi, d'ailleurs, sur Facebook, un groupe de veufs qui est très actif, où tous les jours, toutes les semaines, tous les jours, nous arrivent de nouvelles veuves jeunes et de nouveaux veufs. La dernière étape, la dernière grande étape après toute une carrière dans la presse féminine, ça a été le départ en retraite à 66 ans, à 65 ans, non, l'année dernière. D'accord. Mm. Et puis, et finalement aussi, vous êtes en retraite, mais vous avez créé aussi ce podcast et c'est une façon de continuer un petit peu aussi l'activité, non? Journalistique. Oui, oui, c'est à la fois une façon de continuer mon activité journalistique, mais c'est aussi un projet que je caressais depuis plusieurs années, depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que je veux parler de l'argent des femmes, puisque ce podcast s'adresse aux femmes et on Mm, parle de leur épargne, leurs investissements, leurs revenus. C'est un podcast d'éducation financière. Ça fait très longtemps que je sais, que je sens que l'argent des femmes, c'est un sujet féministe et mm, que mm. je pouvais pas en parler comme je voulais en parler dans mon journal Oui, parce oui. que dans la presse féminine, en général, quand on parle de l'argent des femmes, d'abord, on fait des papiers où on parle des femmes comme si elles étaient toutes salariées.
On a on parle des inégalités salariales, c'est ça, parler de l'argent des femmes, c'est les inégalités salariales, comme si toutes les femmes de ce pays étaient salariées. Ouais. Non, Mm. il y a des commerçantes, il y a des artisans, il y a des professions libérales, il y a des créatrices d'entreprises et des freelances, des agricultrices. Il y a beaucoup de femmes qui, en fait, ne sont pas salariées, mais si vous lisez bien les articles, vous avez l'impression que les femmes sont salariées, parisiennes, chefs de produits, travaillent dans le marketing dans une grosse boîte. Oui, oui. Ce qui n'est absolument pas le cas. Mm. C'est un peu le prisme, je sais pas, enfin, de qui écrit ces articles, quoi, peut-être aussi. Je sais pas, c'est Non, la lunette non. déformante peut-être des Alors, magazines, hein, où il y a beaucoup de magazines qui sont parisiens, non? Alors c'est peut-être ce prisme-là, mais moi j'y vois aussi une volonté euh, de ne pas parler d'argent d'une manière plus concrète, précise, documentée, Mm. parce que bah, c'est vrai que c'est des matières qui sont arides. Ouais. On y croise des notions de droit, on y croise des notions de fiscalité, Mm. des choses qu'il faut savoir par rapport à l'épargne, à l'investissement. Et a priori, ça peut paraître un peu complexe. Mais en fait, quand on se rend compte que l'argent des femmes, votre argent, c'est la clé de votre indépendance, tout de suite, ça devient plus fun. Et là, comment dirais-je, la réticence que vous pouvez avoir par rapport aux problématiques d'argent, quand il s'agit de votre argent et que vous en prenez vraiment conscience, ça devient tout de suite intéressant et vous reprenez, comment dirais-je, la curiosité vous revient. Vous faites des recherches, vous cherchez des réponses à Mm. vos problématiques et d'un seul Oui, coup, ça oui, vous j'ai passionne. vu ça aussi. Mm. J'espère que, j'espère que je m'efforce de faire passer Mm. cette passion auprès de nos Ouais, enfin, auditrices et de nos mm. auditeurs d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte, statistiques à l'appui, qu'il y avait presque autant d'hommes Bah, qui c'est nous écoutent super. que de femmes. Mm. Et Ouais. euh, bah, on va peut-être déjà donner le titre de ce podcast donc que avec qui vous le faites en collaboration d'ailleurs avec Ouais. un homme aussi, Thierry Ohayon, c'est ça? Oui. Voyons, oui, c'est un podcast qui s'appelle Argent, parlons cash les filles. Et je pense on parle cash, on parle sans Mm, tabou, mm, j'y reviendrai. C'est un podcast que je fais avec Thierry Ohayon, que j'ai rencontré justement dans mes années presse féminine, où j'avais enfin réussi à parler d'argent dans un forum que nous avions organisé. Et pourquoi Thierry? Parce que Thierry se passionne lui aussi mhm, pour l'argent des femmes et a écrit 2 livres dont je vous donnerai mm, les références, a écrit 2 livres sur l'argent des femmes, sur l'argent au féminin. Et donc, on s'est bien trouvé sur mm, cette mm. thématique. Il y a un tabou encore avec l'argent? Oui, 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 D'accord. il y a encore des pays. Alors, il y a un épisode en particulier qu'on a enregistré avec une sexologue, je vous donnerai les références aussi, Mm. où je l'ai présenté en posant la question, pourquoi c'est plus facile de demander on baise que combien tu gagnes? Oui, je l'ai Bon, écouté. Oui. parce que pour moi, tout est dans cette question. C'est-à-dire que c'est tellement tabou que quand vous rencontrez un homme, par exemple, bah, à quel moment vous commencez à parler argent? C'est quand vous vous installez ensemble? Qui paye quoi? Combien il gagne? Comment peut se faire le partage des charges? Tout ça, Mm, c'est extrêmement tabou. mm, mm. Parce que dès qu'on commence à parler argent dans le couple, on a un peu le sentiment qu'on passe pour Ouais, ou intéressé, qu'on vénal. passe Ouais. pour Mm, vénale, ou alors soupçonneuse, qu'on n'a pas confiance, mm, qu'on voit tout de suite l'arnaqueur possible. Donc c'est très compliqué pour les femmes de parler argent, sans compter que culturellement, mm. C'est vrai. les femmes n'ont eu un compte en banque qu'en 1965, comme je le rappelle à chaque épisode, et ça a pesé aussi sur leur difficulté à parler franchement pognon. Il y a un autre tabou aussi, il y a un autre tabou, alors là, qui est plus idéologique. Moi, dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui se disaient à gauche ou à l'extrême gauche, et au nom de leur idéologie, que je voyais se saborder elles-mêmes parce que l'argent, c'est le capitalisme, c'est l'ultralibéralisme. Donc,
Au nom de leurs convictions anticapitalistes, déjà, elles refusaient de devenir propriétaires sans se rendre compte qu'elles s'abordaient peut-être leur future retraite alors qu'elles avaient de les faire. moyens et assez d'épargne pour au moins être propriétaires de leur domicile et arriver à la retraite, ne pas avoir à payer de loyer, surtout si une toute petite retraite Hmm. les attend. Et j'ai vu des femmes me dire non, non, moi je veux pas être propriétaire, je veux pas être proprio. Enfin bref, comme disait Marx, la propriété c'est le Hmm. vol. Ben, résultat, elles se retrouvent avec des toutes petites retraites, elles ont à peine de quoi payer leur Hmm. loyer. Je trouve ça vraiment, c'est vraiment se tirer une Oui, balle je dans le comprends. pied. Et donc, quel message avez-vous envie de transmettre à travers ce podcast? En fait, finalement, comme vous dites, c'est un peu de l'éducation financière. L'éducation financière, c'est votre argent, c'est la clé de votre indépendance. N'oubliez Hmm. jamais ça. C'est la clé de votre indépendance par rapport dans votre vie conjugale, amoureuse, personnelle. C'est la clé de votre indépendance. Et Hmm. si vous vous désintéressez de votre argent, il y en a peut-être d'autres qui vont s'y intéresser pour vous et pas dans le bon sens. Si C'est vous clair. confiez toutes vos finances à votre conjoint, parce que soyons clairs, ça vous emmerde, hein, ça vous emmerde de Hmm. remplir votre déclaration de revenus, ça vous emmerde de chercher vous-même, de vous intéresser vous-même à votre propre épargne, où est-ce que vous pouvez la placer, où est-ce que vous pouvez investir, sans forcément prendre trop de risques, parce que ça, c'est la question du risque, c'est la grande différence Hmm. entre hommes et femmes, c'est que les femmes ont beaucoup moins d'appétence au risque que les hommes. Hmm. Les femmes répugnent énormément à l'idée de perdre un peu d'argent via les investissements. Donc, ça explique aussi qu'elles ont peu d'appétence, par exemple, pour la bourse. Et les femmes aiment les placements de mères de famille, Hmm. c'est-à-dire ça ne rapporte pas beaucoup, mais au moins on est à peu près sûr de retrouver son argent. Hmm. Et les femmes aiment aussi les placements faciles à comprendre, c'est-à-dire que quand euh, les investissements qu'on leur propose sont des montages financiers un peu complexes et difficiles donc à comprendre. Si elles ne comprennent pas ce que leur raconte leur banquier, ou bon, voilà, elles laissent tomber. Alors ça aussi, je veux travailler là-dessus. Je veux leur dire non, 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 c'est peut-être pour Hmm. vous. Moi, je suis pas là pour vous vendre des produits financiers. D'ailleurs, on est un podcast complètement Oui, c'est ce que indépendant, vous. hein, on n'a pas de Ouais. sponsor. Peut-être que ça viendra, mais en tout cas, pour l'instant, on est complètement indépendant. Donc, nous, on fait de l'éducation financière. On dit aux femmes, Hmm. voilà les produits dont on vous parle, ou dont vous entendez parler, dont vous vous demandez si c'est pour vous. Voilà ce que c'est, voilà comment ça fonctionne à tout point de vue, droit, fiscalité, etc. Après, vous faites ce que vous voulez, mais au moins, nous, on vous aura expliqué ce que c'est. Et comment vous choisissez les thèmes que vous abordez? Enfin, il y a différents cas de figure. Hmm. Alors, d'abord, je choisis toujours une experte. Je tiens, c'est Hmm. un podcast qui s'adresse aux femmes et je tiens à mettre en Ouais. valeur des expertes, leur dire, voyez, il y a plein de femmes qui travaillent sur ces sujets, que ce soit des femmes dont c'est le métier, dans la banque, la finance, l'assurance, ou que ce soit des femmes qui travaillent sur ces sujets. Alors, par exemple, en tant que sociologue, en tant que notaire aussi, oui, en tant que sexologue, on aura sans doute des sociologues, on a des femmes qui travaillent sur ces sujets de finance et qui ont publié des livres sur la question. Je pense par exemple à Héloïse Hmm. Boll et Insaf El Hassani qui ont publié Autune citoyenne, et, voilà, qui font œuvre aussi salutaire vis-à-vis des femmes en décryptant, en décodant l'argent des femmes, en parlant d'argent dans le couple, elle aussi. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Et alors vous me demandez comment je choisis les sujets. Eh ben, en fait, je l'ai choisi comme pour moi, c'est-à-dire tous les jours, comme tout un chacun ou toute une chacune, plutôt, Hmm. j'entends parler d'argent et je me dis, tiens, comment ça marche, ça, comment ça fonctionne? Alors, c'est pour ça qu'on a fait un épisode sur les crypto-monnaies, sur les bitcoins, Hmm. parce que tout le monde voit très, très, très vaguement ce que c'est, Ouais. mais ne comprend pas bien ce que c'est, et quelle est la place des femmes dans le bitcoin, par exemple. Donc, euh, je choisis les thèmes vraiment en fonction.
aussi de l'actualité. Mhm. Là, par exemple, on va aborder des sujets immobiliers. On a parlé sur l'immobilier, on a parlé aussi déjà de la hausse des taux d'intérêt. Pour bien comprendre ce que c'est que cette histoire de hausse des taux d'intérêt, ce que c'est que le taux d'usure, Mhm. pourquoi les banques en ce moment prêtent si peu d'argent et donc c'est difficile d'obtenir un crédit pour pouvoir acheter sa maison, son appartement. Mhm. Je me relie aussi beaucoup à l'actualité parce que j'essaye de répondre aux questions que moi je me pose et je me dis à chaque fois, je ne dois pas être la seule. Bien sûr. Je voulais juste poser une petite question par rapport à l'agisme. Est-ce que vous avez connu un peu la discrimination en fin de carrière, Alors oui, je vous avais une question sur quel obstacle avez-vous rencontré ou pas si vous voulez? Voilà. dans ma vie professionnelle. Donc, bah, j'ai fait, comme je vous ai expliqué, la majeure partie de ma carrière dans la presse féminine, donc dans des milieux très féminisés. Et j'en ai tiré quelques leçons qui sont pas très politiquement correctes. C'est que quand vous vous heurtez à un plafond de verre, dans un milieu ultra féminisé, vous ne pouvez pas dire que c'est parce que les hommes empêchent les femmes de monter. Et donc, vous vous rendez compte que ce n'est pas un problème ou qu'un problème d'inégalité femmes-hommes, c'est un Mm. problème de pouvoir. Quand vous avez un management de femmes, qu'est-ce que les femmes qui ont le pouvoir dans l'entreprise, qu'est-ce qu'elles en font de leur pouvoir? C'est un problème de Oui. pouvoir. Vous aviez été confronté à ça ou pas, en fait, par rapport à cette question est-ce que, si vous, est-ce que vous avez été, dans le cas, par exemple, de demander une augmentation, vous l'avez obtenue ou est-ce que... Oui, j'ai été confrontée à ça, et notamment en fin de carrière. Alors, est-ce que j'ai vécu l'agisme, la discrimination en fin de carrière? Oui, d'une façon insidieuse, c'est-à-dire que j'avais le sentiment, enfin, c'est pas que le sentiment, c'est que je travaillais beaucoup, j'apportais beaucoup d'idées, mais cet agisme s'exprimait d'une manière insidieuse. Vous prenez par exemple conscience que vous avez beau bosser comme une folle, apporter plein d'idées, prendre des initiatives fructueuses qui sont d'ailleurs saluées, hein. Mm, Bah, vous n'êtes plus augmenté, vous n'avez pas de prime, pas de promotion. C'est un petit peu comme si on pensait de vous. À son âge, de toute façon, elle partira plus, donc il n'y a pas besoin de la motiver pour la garder. oui. Et vous avez l'impression que vous êtes comme le hamster dans sa roue qui tourne, qui fait les choses, mais Mm, qui ne s'arrête jamais. Mais on se pose jamais pour parler pour parler carrière, comme si, bon, bah, passé un certain âge, quoi, à quelle carrière? On va pas parler carrière, ou alors on va faire un peu semblant, mm, mm, mais ta carrière, elle est derrière toi. Vous avez l'impression de devenir celle dont on a besoin. Certes, mm. on vous le démontre, hein, on vous demande toujours tout un tas de choses, mais vous n'êtes pas celle qu'on songerait à promouvoir parce que d'abord, on a besoin de vous là où vous êtes, mais, Mm. mais pas pour Évoluer ou évoluer, aller vers autre accéder à chose. plus de responsabilités. Alors, Mm, le résultat, c'est que vous voyez promouvoir autour de vous plein de gens plus jeunes qui, en plus, souvent ne viennent pas de l'entreprise, mais sont recrutés ailleurs parce que ils mm, représentent un petit peu le nouveau souffle d'air frais, le sang neuf dont mm, l'entreprise mm, pense avoir besoin. Et souvent, c'est des gens qui n'ont pas d'attachement pour la boîte, pas de loyauté, qui ne connaissent pas profondément son ADN. Et c'est ceux qui vont rester très peu de temps finalement, 2 ans, 3 ans. mm. Alors que vous, votre fidélité, votre attachement à l'entreprise, à son ADN, il y a des moments où vous avez l'impression que c'est pas du tout vu comme des qualités, mais presque une preuve de sénilité, quoi. Qu'est-ce que vous avez accompli dans votre vie qui vous rend fier? Vos petites victoires. Alors, des choses dont je suis la plus fière, je ne sais pas si c'est une petite victoire, c'est que j'ai participé très activement à faire entrer la parité homme-femme en politique dans la Constitution. Mhm, C'était en janvier 1999. À l'époque, j'étais journaliste au mensuel Biba. Et j'avais été invitée, comme d'autres consoeurs de la presse féminine, à un petit déjeuner de presse par la secrétaire d'État aux droits des femmes de l'époque, qui était Nicole Perry. mhm, Et alors qu'on échangeait, café en main, sur ses actions pour les femmes, son téléphone sonne
Et elle dit: «Vous m'excusez», au bout de quelques minutes, elle revient, mais décomposée, elle se laisse tomber sur sa chaise et elle dit: «Le Sénat va faire capoter le projet de révision constitutionnelle pour inscrire la parité femmes-hommes en politique dans la Constitution». Mm. Et on était vendredi, il y avait un vote au Sénat le Ouais. mardi, donc donc elle dit: «Comment voulez-vous que je réussisse à mobiliser en une journée, avec un week-end entre aujourd'hui et mardi? C'est une catastrophe, le Sénat va torpiller, le projet de loi». Mm. Et moi, quand elle nous a dit ça, j'ai dit tout de suite: «Écoutez, c'est pas, madame la ministre, c'est pas perdu. Si on s'y met tout de suite, on peut envoyer des mails à tout le monde, à tous les sénateurs, on peut mobiliser toutes les associations féministes». Moi, j'ai pas mal de noms et des contacts d'asso dans mon carnet d'adresses, vous aussi évidemment, votre cabinet, donc si on fait ça tout le week-end, on peut mobiliser. Et donc, j'ai passé tout le week-end en pyjama, à boire uniquement des cafés, à téléphoner et ben, le lundi suivant, il y avait une manifestation devant le Sénat. Mm. On avait réussi à toucher toutes les organisations féministes. Elles étaient là avec des assiettes en carton, je sais plus s'il y avait écrit dessus «parité» ou enfin quelque chose comme ça. Et je me rappelle qu'une féministe historique est venue me voir et il me dit: «C'est toi Corinne Goldberger?» Mm. «Oui». Elle me dit: «Bah, écoute, bravo, tout le monde te remercie». Elle dit: «Mais tu sais pourquoi, tu as réussi? Parce qu'en fait, personne te connaît, donc il y a pas eu de rivalité, tout le monde t'a Oui, suivi, d'accord. il y a pas eu de problème d'ego entre quel est l'asso qui mène le mouvement, Mm. et ça marchait parce qu'on ne connaissait pas». Super. Ouais. Et voilà, et donc voilà, ça je suis vraiment fière de ça. Est-ce que pour vous, le métier de journaliste est un métier de passion? Ah oui, ça c'est un métier de passion où, il y a pas de frontière entre la vie privée et le métier. On est journaliste tout le temps, quand on rentre chez soi, quand on rencontre des gens, on se dit: «Tiens, c'est intéressant ce que me dit cette personne, il y a un papier à faire là-dessus». Puis c'est un métier où on rencontre beaucoup de gens absolument passionnants, beaucoup d'héroïnes du quotidien, dans tous les métiers. Mm. Je suis heureuse d'avoir rencontré des femmes comme Marceline Loridan, rescapée d'Auschwitz, Mm. Simone Veil, et sa lucidité absolument tranchante. J'ai passé aussi des moments formidables avec Tamar Ashkenazi, qui coordonnait en Israël au niveau national les dons d'organes entre juifs et arabes en Israël. Et ça, c'est des Mm. choses qui se passent, par exemple, dont on n'est pas conscient parce on a une vision qui nous vient des infos qu'on regarde, mais il se passe plein de choses qu'on ne sait pas. Voilà, D'accord. grâce à elle, j'ai vu, j'ai été invitée dans des familles, j'ai vu des juifs et des arabes, on ne peut pas l'imaginer, surtout vu ce qui se passe en ce moment en Israël et à Gaza, mais qui étaient vraiment devenus des familles parce que l'une des deux familles avait, par exemple, un enfant qui revivait Ah oui. grâce à Mm. un organe de l'autre communauté. Vous entendez des choses absolument incroyables qui vous font prendre connaissance, par exemple, des violences épouvantables contre les femmes et les enfants dans l'inceste, par exemple. Vous êtes au cœur du sujet, par exemple. Moi, j'ai eu des témoignages dans le cadre de mon métier Mm. où vous vous dites, il y a des enfants qui ont vécu des choses qui s'apparentent à de la barbarie nazie à domicile de la part de leur propre père. J'ai interviewé des femmes qui, enfants, euh, quand elles étaient enfants, à Mm. qui on a imposé non seulement une sexualité précoce, mais en plus des actes mais qu'on ne fait peut-être que dans des milieux sadomaso extrêmement avertis et consentants, mais certainement pas une petite fille de 6 ans. Mm. Ah, quelle horreur. Donc oui, c'est pour ça que c'est un métier de passion. Et dans la passion, vous avez à la fois Quelle horreur. Mm. euh, Et le l'enthousiasme combat? et la Mm. colère, l'humiliation, les Mm. combats. Vous êtes au cœur de tout ça, vous rencontrez toutes les actrices de tous les combats. Vous, comment avez-vous vécu la ménopause? Alors, j'ai pas vécu les fameuses bouffées de chaleur. Par contre, j'ai pris pas mal de kilos et ça, je m'y attendais pas parce que ça vient très très vite. En plus, j'avais eu la mauvaise idée d'arrêter de fumer au même moment. J'avais arrêté, j'avais repris et donc je m'attendais pas à prendre des kilos comme ça. Et Mhm. je me rappellerai toujours comment j'ai appris que j'étais ménopausée. En fait, ma gynéco
m'a envoyé une lettre me disant «J'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes ménopausée». Et je me suis dit Mm. «Tu parles d'un honneur». Personnellement, j'étais ravie de ne plus avoir à gérer les Mm. règles parce que, la gestion des règles, dans la vie d'une femme, ça, c'est une vraie charge Mm. mentale. J'ai pas envie non plus, de paraître plus jeune, j moi, j'ai juste envie d'avoir l'air en forme, d'avoir l'air bien dans ma vie, et d'avoir l'air, en forme. Mm. Est-ce que vous avez des petits-enfants et est-ce que c'est important pour vous? Ouais. Oui, j'ai une petite fille, qui a, 2 ans et demi, et elle était, évidemment très, très importante pour moi. Heu, Avec les petites filles d'ailleurs de mon compagnon, ça nous fait, 3 petites filles, et oui, c'est très important parce que c'est beaucoup de bonheur, d'émerveillement, de complicité, de faux rires, de redécouverte de la petite enfance, hein. On revit des choses qu'on avait oubliées, on s'émerveille des progrès fantastiques Mhm. que font les enfants en grandissant, en passant du stade nourrisson, bébé à petite fille. L'apprentissage du langage en particulier, les skills, enfin les dons, Hmm. c'est extraordinaire, c'est extraordinaire de vivre les progrès de ces petits enfants. Hmm. Et qu'est-ce que vous aimeriez transmettre? Ah, beaucoup de choses. Alors, j'aimerais leur transmettre un imaginaire riche via les histoires, la littérature, les romans, une solide culture musicale, parce que la musique est très importante dans la famille. Un esprit critique, très indépendant, très, très, très important, l'esprit critique. Mm. Ne pas s'engouffrer dans les modes intellectuels, par exemple, sous prétexte que c'est la mode en ce moment. L'indépendance, évidemment, en tant que femme, des valeurs républicaines, des valeurs féministes, l'importance de la valeur travail, le travail, l'exigence vis-à-vis de soi-même, Mhm. l'histoire de leur famille, j'y reviendrai peut-être, l'attachement à leur pays, l'attachement à la France, l'attachement à l'histoire de France. D'accord. Hmm. Alors, Euh, oui, tout à l'heure, dites-moi. je parlais de l'histoire de la famille, et ça me ramène à une question que vous m'avez posée sur quelles sont mes héroïnes personnelles. Et quelles sont les femmes inspirantes de votre vie? Oui, s'il y en a eu. Ouais. Alors, outre des grandes figures de femmes dans l'histoire, que ce soit des féministes ou des femmes engagées, les femmes dans ma vie, ce sont des résistantes, comme par exemple Clémence Munier, qui a caché mon papa, quand il était enfant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mon Hmm. papa avait été arrêté lors des rafles du Veldiv avec mes grands-parents. Et Clémence, qui était une, une petite dame qui vivait dans un petit village bourguignon, a reçu le titre de juste parmi les nations pour avoir caché mon papa pendant la guerre. Hmm. Il y a mes grands-mères, comme ma grand-mère Sarah, ma grand-mère paternelle, qui est un modèle aussi pour moi, parce que petit à petit j'ai compris qu'elle avait eu beaucoup de courage d'abord de fuir l'antisémitisme en Pologne, Hmm. pour aussi affronter le nazisme et la collaboration en France, qui a réussi à échapper à la rafle du Veldiv. Notamment, il y a un épisode au commissariat après avoir été arrêtée, où, en observant ce qui se passait, elle était avec mon grand-père, avec mon papa qui avait 9 ans. Elle s'est rendue compte que les policiers laissaient sortir les femmes qui n'étaient pas juives, mais qui étaient mariées avec des juifs, et elle a dit à mon père: la prochaine qui sort, tu lui prends la main sans rien dire, elle comprendra. Et papa est sorti du commissariat alors qu'il avait été arrêté dans le cadre des rafles du Veldiv. Hmm. Et il est sorti comme ça, en prenant la main d'une femme qui a tout de suite compris, sans que rien n'ait besoin d'être dit. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, eh bien, il s'est retrouvé caché par un réseau d'enfants, puis caché dans un petit village bourguignon par Clémence,
dont je parlais tout à l'heure, et tout ça, pour moi, c'est des exemples de femmes extrêmement courageuses. Et ma grand-mère ensuite est partie elle-même avec mon grand-père, qui est rentré dans la résistance. Et c'était des gens très très simples, très très simples, mes grands-parents, donc des gens très très courageux, mais vraiment ma grand-mère comme mon grand-père, des héros du quotidien. Ah ouais, Voilà. c'est beau. Vous pourrez presque en écrire un livre ou... On m'a souvent dit, tu devrais écrire un livre sur l'histoire de Ouais, ta c'est vrai. famille. Ouais. Je ferais peut-être un livre, mais pour la famille. Hmm. Comment vivez-vous le vieillissement? Alors, moi, je n'ai pas l'impression que le regard des autres, enfin en tout cas des proches, change en vieillissant. Je pense que tant qu'on est curieux, inventif, qu'on a gardé sa faculté euh, de se réinventer, comme on dit, qu'on a gardé son sens de l'humour, son sens de la répartie, sa capacité à débattre, à argumenter, à se battre, à se mobiliser, ben, on vous regarde pas du tout avec commisération, et votre expérience est précieuse. Hmm. Beaucoup plus d'ailleurs dans la vie tout court que dans la vie professionnelle. C'est-à-dire que souvent l'expérience est considérée comme un boulet, comme quelque chose de Hmm. dévalué dans la vie professionnelle. C'est ok boomer, ok boomeuse, alors que dans la vie personnelle, l'expérience, au contraire, qui permet de prendre du recul par rapport aux événements, est beaucoup plus considérée. Et alors moi, comment je suis de vieillissement? Bah, pas trop mal dans le sens où quand j'étais jeune, j'ai jamais joué sur le physique, sur la séduction, sur la coquetterie. C'était ça passe, ça passe. Bah, je plais ou je plais pas, mais en tout cas, Hmm. j'ai jamais été dans la séduction. Donc j'ai pas l'impression d'avoir perdu quelque chose, d'abandonner, de perdre quelque chose. En plus, je vis beaucoup en jean, basket, grand pull, et j'étais déjà comme ça quand j'étais plus jeune. Hmm. Je me suis débarrassée d'esclavage comme le maître du vernis coloré qui s'écaille au bout d'une heure. Donc pour moi la séduction, avant d'être physique, elle est intellectuelle. Souvent, quand j'étais jeune, je disais, vous pouvez me présenter le mec le plus beau, le plus sexy, le plus séduisant. Si c'est un con, ce que je verrais principalement, c'est que c'est un con. Je suis d'accord avec vous. Suite à votre veuvage, est-ce que vous avez retrouvé un partenaire facilement ou est-ce que ça a été compliqué? Non, pas du tout. Ça s'est fait naturellement. En fait, j'étais veuve, lui, il était divorcé, et en plus, surtout, on se connaissait déjà. On a commencé à se voir un petit peu plus en secret. Ça a commencé, ça a commencé comme ça. Vous qui parlez cash, qu'est-ce que vous avez à dire sur la sexualité dans le couple qui vieillit? Hmm. Alors, le couple qui vieillit, je pense qu'il n'y a pas un couple qui se ressemble. Hmm. Il n'y a pas un couple qui se ressemble, et les généralités et les papiers d'ailleurs sur le couple, Hmm. souvent on se dit c'est pas moi, je me reconnais pas là-dedans. Alors moi je pense qu'avec l'âge, et je le vois aussi dans les couples entre guillemets âgés autour de moi, et ça me fait un drôle d'effet de dire ça parce que souvent des vieux potes que j'ai connus très très jeunes. Je pense Hmm. qu'avec l'âge, ce qui compte, c'est pas la sexualité, qui est le fameux ciment du couple. Je pense que ce qui compte d'abord, ce sont de multiples complicités intellectuelles, culturelles, la tendresse, et que c'est bien plus fort que la sexualité. Si votre couple il tourne principalement sur la sexualité, vous n'allez pas rester longtemps ensemble. Alors que Hmm. les complicités, oui, intellectuelle, c'est tellement plus important. En plus, quand on vieillit ensemble, on se réinvente ensemble. Quand par exemple, quand vous manifestez ensemble, quand vous retapez Hmm. une campagne ensemble, quand vous randonnez à pied ou à vélo ensemble, quand vous découvrez une région, un pays ensemble, puis devenir grands-parents ensemble, qu'on ait ou pas d'ailleurs les mêmes petits-enfants dans le cadre d'une famille recomposée, ça Hmm. rapproche aussi beaucoup. C'est super émouvant, c'est super joyeux. Euh, Hmm. et puis, oui, il y a quelque chose aussi auquel je pense, c'est que quand on parle d'usure du couple, l'usure du couple, je pense que c'est un sujet qui concerne les couples jeunes.
Mais quand vous êtes, Mm. quand vous dépassez 50 ans, quand vous dépassez 60 ans, quand vous dépassez 60 ans, le problème c'est pas l'usure du couple. Le couple il est solide, il est là, il l'a montré. Ouais, c'est vrai. Le problème c'est que bah, c'est la vieillesse tout simplement. C'est-à-dire que il y a des choses qui se passent dans votre corps, par exemple la baisse progressive, voire la disparition brutale du désir qui est liée aux bouleversements hormonaux. Et ça, c'est la vie. Mm. Moi, j'ai été très frappée par un livre qui a été publié il y a déjà longtemps. C'était un éloge de la masturbation féminine qui avait été écrit par une journaliste très connue à l'époque, qui avait 89 ans quand elle a écrit cet éloge de la masturbation féminine. Waouh. C'est la grande Rosemonde Pujol, qui est une ancienne résistante, féministe, journaliste. Et c'était un bonheur de la lire. Et elle expliquait que, en fait, bon, tant que les femmes sont capables de se faire plaisir toutes seules, eh bien, elles sont indépendantes, elles sont libres, elles sont autonomes, qu'elles soient en couple ou pas, elles sont vivantes. D'accord. Quels sont encore vos rêves? Alors, qu'est-ce que j'ai comme rêve? Bon, des petits rêves et des grands rêves. Je pense ça, par exemple, à trouver des sponsors pour mon podcast. Je commence à y penser. Et peut-être aussi créer une boîte de production de podcasts. Peut-être d'autres podcasts. Et en créant une boîte, peut-être que ça me permettrait d'en faire d'autres. Parce que là pour l'instant, ça prend beaucoup de temps, comme vous savez, de Mm. faire un podcast. Là, c'est au niveau montage, Oui, c'est mixage. Euh, Mes rêves, bah, par exemple, j'en ai réalisé un. Récemment, j'ai acheté une maison de campagne. J'en rêvais depuis le Covid et le confinement. Et aller respirer à la campagne, jardiner, mm. travailler sur mon podcast ouais, devant les champs, euh, regarder le coucher de soleil sur un champ de blé tout en travaillant. Pour moi, c'est vraiment du bonheur. Et puis emmener mes petits enfants, faire des barbecues avec mes enfants et leurs conjoints, Mm. voilà, rouler sur des petites routes de campagne. Pour moi, c'était un rêve simple, mais Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter dans cette interview? oui, peut-être quelque chose que j'ai pas fini d'aborder et qui concerne les femmes de plus de 50 ans. Oui, ce que je voulais dire, c'est que les femmes, et notamment quand en avançant dans leur vie, ne font pas assez le crash test de leur vie, de leur couple. Elles ne se disent pas assez qu'est-ce qui se passerait pour moi si mon conjoint disparaissait. Qui est une question qui va se poser de plus en plus en avançant en âge. Et, euh, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait le podcast, hein, c'est que par exemple, les concubines en particulier, elles ne se rendent pas compte qu'en cas de décès de leur compagnon, bah, elles se retrouveront peut-être dans une grosse galère de fric, elles devront peut-être quitter le logement où elles habitent sous la pression des héritiers, elles n'auront en tout cas pas de pension de reversion. Et je me tue à dire aux femmes, surtout quand elles arrivent à la cinquantaine, allez voir un notaire, allez voir une ou un conseiller patrimonial, plutôt une d'ailleurs, je trouve c'est pas mal. Faites le point, constituez une épargne, un patrimoine pendant que vous travaillez encore, pendant qu'il en est encore temps. Ça, pour moi, c'est très très important. Et pourquoi? Parce que moi toute ma vie, j'ai vu des femmes qui ont travaillé vraiment comme des brutes et qui se sont retrouvées arrivées à l'âge de la retraite avec une toute petite retraite parce qu'elles n'ont pas été déclarées, elles ont travaillé avec leur mari, elles ont été les secrétaires de leur mari, ou monsieur était commerçant, madame était à la caisse, et donc bah, elle était femme de commerçant pas déclarée, elles n'ont pas assez cotisé. Voilà, j'ai vu beaucoup de femmes aussi. Puis bon, Thierry, avec qui je travaille, il y a énormément d'histoires de femmes de plus de 50 ans qui, toute leur vie, ont fait confiance à leur mari jusqu'au jour où il leur annonce qu'il part avec une femme plus jeune Mm. et bah, qu'elles n'auront rien. Il a pris tout un tas de dispositions qui fait que, bon, bah, il a dépouillé sa femme. C'est des choses qui ne sont absolument pas rares. Mm. Donc moi je dis aux femmes, allez voir un notaire, allez voir une conseillère ou un conseiller patrimonial, hein, et surtout et intéressez-vous aussi aux impôts du couple. Ne dites pas c'est mon mari qui s'occupe de ça parce que c'est prise de tête. Non 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 non. Mm. En regardant en regardant la feuille d'imposition, vous allez peut-être faire des découvertes. Vous allez peut-être découvrir que votre mari, votre conjoint, il a fait des investissements sans vous en parler, par exemple.
Voilà. Il y a beaucoup d'hommes qui font des dettes dans le dos de leurs femmes. Ça, c'est un prochain sujet d'épisode. Vous pouvez donc retrouver le podcast de Corinne Goldberger sur les plateformes de podcast comme Apple Podcast en tapant le titre « Argent, parlons cash, les filles ». Vous avez aimé ce podcast aussi? Partagez-le. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Deezer, Spotify et YouTube. Dans 2 semaines, j'irai à la rencontre de Régine ou Navema, qui est retraitée, artiste peintre et qui donne des ateliers de peinture dans la région toulousaine.